Alors, je peux vous donner le profil standard du fellow, celui qu'on aimerait bien avoir en tête multiple. C'est un homme qui a la double culture, industrielle et académique. C'est mon cas, j'ai été prof à l'IX en physique, j'ai été directeur de recherche au CNRS, et puis après j'étais dans l'industrie, j'ai terminé CTO d'un groupe technologique. Et quelqu'un qui, en général, est à la retraite, assez disponible, mais qui a envie de s'amuser encore un peu. Voilà. Oui. Et à vrai dire, bon, c'est un peu maintenant devenu une espèce de facette du business model de présence. Et on va essayer de faire du mining dans une ressource extraordinaire, c'est les baby boomers, qui arrivent juste à la retraite en ce moment. Donc on va essayer d'exploiter ça. Bon, donc, je cherche la bonne flèche. Ah, là, voilà. Donc, je représente Présence et en fait, je voulais quand même vous montrer la photo d'Albert Meige, un jeune homme de 35 ans, qui est le président de Présence, et moi je ne suis que fellow. C'est quoi sa formation, lui? Il venait d'où? La techno. Il a une thèse de physique intéressant parce qu'il a fait sa thèse en Australie. Donc, mais d'ailleurs, il vient du même domaine de physique que moi. Il a écrit un bouquin qui parlait du crowdsourcing. Vous en avez un exemplaire? Non, sur moi, mais nous, on scanne tout. Non, mais parce que j'en ai un à vous offrir. Il est dans ma valise. Bon, alors, j'ai un exemple qui est inspiré d'un job qu'on a fait pour une des personnes qui est dans la salle ici, qui se reconnaîtra. C'était un homme qui travaillait, qui est représenté par le personnage Karl, qui était dans une ligne de produits d'une société d'art ménager, et qui essayait de travailler à la... Oui, alors tout le monde sait. On a ça régulièrement. Je ne peux pas dire qui ça. Non, mais je vais demander la permission. On va rendre jamais dans les sous Bon, des maisons. l'idée, c'était d'essayer d'économiser de l'énergie dans les fers à repasser, ce qui est quand même un challenge. Mais en fait, bon, il s'est aperçu que la fabrication de vapeur, ça consommait largement, presque autant que le chauffage de la semelle. Et donc, il essayait de trouver des solutions. Il y a eu dialogue avec Présence. Mais avant, en fait, il faut savoir qu'il était là, dans son bureau, quelque part du côté de Lyon. Et puis, il y avait quelque part du côté de Berkeley, commutant avec Singapour, un professeur d'université spécialisé dans les MEMS pour faire des microdroplets, et qui était très connu dans son domaine, mais qui n'avait aucune chance, absolument aucune chance de rencontrer ou de discuter avec M. Karl. Enfin, absolument aucune. Et pour quelle raison? Eh bien, une, c'est que Karl a tendance, quand il parle de son problème, à parler fer à repasser, ce qui est quand même un peu limitant. Aussi, ils vivent sur des planètes différentes, alors il n'y a aucune raison qu'ils se rencontrent. Et puis, il y a aussi une question de temps et d'argent, dans le fond. C'est que pour que Karl développe le réseau de connaissances, aille à des conférences internationales sur les MEMS, etc., il faudrait beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et finalement, il n'a ni ce temps, ni cet argent. Bon. Donc, la fin de l'histoire. Alors en fait, c'est à ça que servent les mécanismes d'open innovation dans le crowdsourcing. Alors, il y a toujours la même... Alors on s'est mis pas, comme c'est la suite de l'histoire, on ne s'est pas mis dedans. Mais c'est cette séquence de process qui commence par le besoin et qui se termine par une relation avec éventuellement une solution qui vient de l'extérieur, où j'ai placé les différentes personnes qui sont dans cette salle, qui quelquefois couvrent une grande partie du process, certaines ne couvrent pas tout. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est que nous ne sommes pas du tout dans le crowdsourcing, comment on peut dire, un peu hardcore, qui consiste à mettre une annonce dans la mer, comme on voit ici, et d'espérer qu'un poisson va tourner l'œil par là et puis mordre à l'hameçon.
C'est une technique qui a son intérêt dans certains cas, mais finalement, on s'aperçoit qu'on fait confiance au hasard, en fait, pour apporter la solution. Et un des choses dont on est sûr maintenant, c'est que la plupart des experts très forts sont très sollicités et n'en sont absolument pas des chasseurs de primes. Donc, c'est pas eux qui vont aller répondre aux petites annonces sur le web. En plus, en général, ils sont, bon, au moins ceux qui ont encore des relations avec le monde académique, et la plupart en ont, ben, c'est des gens qui s'intéressent au concept, mais pas trop aux trucs prosaïques. Donc, si on lui parle de fer à repasser, il risque de passer la main. Par contre, alors nous, on a une approche complètement différente. On n'espère pas que les experts vont être proactifs, on ne se fait aucune illusion. On est proactif avant, on fait le travail qui nous a été décrit par le gentleman d'HEC. Voilà, on cartographie le terrain tout le temps. Et d'ailleurs, alors ça, c'est une chose, il va falloir faire un case study. Hein. Si cette affaire a commencé à l'école, à HEC, la nôtre a commencé à l'école polytechnique. Il y a à peu près 10 champs de maïs entre les deux endroits. C'est quand même invraisemblable que je m'aperçois que... Enfin, il y a double travail, là. Bon. C'est une honte. Il va falloir que je trouve pourquoi. C'est bien. Bon, alors, ce n'étaient pas les mêmes gars qui ont commencé. Dans le cas de Présence, on a fait un moteur... avec la complicité du laboratoire de mathématiques appliquées de l'école polytechnique. Mais finalement, bon, c'est à peu près la même chose. Hein. La seule différence, c'est que ce n'est pas dans le business model de Présence de vendre ce moteur. C'est un outil interne. D'ailleurs, on serait bien incapable de le vendre, parce qu'on est toujours avec des clés à molette et des choses comme ça pour essayer de l'affiner. En fait, c'est pas un produit figé, quoi. Donc... mais bon, on va pêcher dans les mêmes eaux. Hein. On va pêcher dans les papiers, les organigrammes de laboratoire, les membres de sociétés savantes, les gens qui participent aux conférences, en particulier ceux qui font des papiers invités. Donc on met ça en stock. Bon, suite de l'histoire, notre métier, c'est filtre. Filtre aussi intelligent que possible, c'est que dans notre base de données, on doit avoir 1 million d'experts. Enfin, tout dépend, on met la frontière d'expertise. Ça peut être plus grand, ça peut être plus petit. Et puis ensuite, on fait un filtrage. Et ce filtrage a plusieurs étapes. La première étape est, comment on peut dire, mécanique. On met des mots-clés et on filtre. Et on met d'autres mots-clés, on filtre encore, etc. À la fin, ça se termine quand même souvent à la main. Alors, je vais peut-être introduire un concept, là, c'est qu'on attend des experts un peu mieux qu'un review paper ou un status report ou un white paper sur un sujet. On lui demande d'exprimer son opinion. Alors, attention, opinion argumentée. Hein. C'est-à-dire, je pense que cette techno ne va pas arriver à passer jusqu'au marché pour telle ou telle raison. Mais donc, il faut que la personne dépasse le statut de l'universitaire qui écrit 400 pages, mais qui ne peut pas avoir le risque qui correspond à en faire seulement 5 lignes. Donc, c'est un certain profil, et ça, je ne sais pas, mais on n'a pas réussi à éduquer notre ordinateur pour qu'il sélectionne cette partie du profil de l'individu. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lit la conclusion des papiers qu'il a écrits, la personne, pour savoir s'il a cette sorte de distance. Enfin bon. Donc, on arrive à typiquement, pour un problème qui nous est posé à 200, 300 candidats. Ensuite, on envoie un mail personnel, très très personnel. Cette personne, c'est « Dear professeur machin, we know you have expert, you were the chairman, blablabla », enfin, tout à fait personnel. Et puis, on dit « On pense que vous êtes intéressé par ce problème » et on lui donne le link. Et puis, il va éventuellement se loguer sur le site de Présence pour accéder aux choses. On lui fait signer un accord de confidentialité sur le site. Et puis, éventuellement, mais c'est seulement une proportion d'environ 30% de ces experts qui vont lire l'appel d'offres. Puis ensuite, éventuellement, ils répondent à l'appel d'offres. Alors, typiquement, là, on a un ratio entre 5 et 10% des experts qui répondent. Quelquefois un peu plus,
mais c'est typiquement 5 ou 10%. Donc on se retrouve avec, disons, une dizaine, une quinzaine d'experts qui vont répondre. Alors ils répondent avec le CV et puis une sorte de plan du projet qu'ils écriraient en fait pour répondre à l'appel d'offres. Et puis là, on va revoir le client. Alors pour le moment, tout ça est, comment on peut dire, anonyme. C'est-à-dire que le problème a été réécrit par le fellow, c'est-à-dire par moi-même, ou enfin le fellow qui est en charge de cette technique. Et puis, alors, la réécriture est essentiellement un problème de prise de distance et on rend le problème générique. C'est-à-dire que, le problème, ça peut être un problème de thermodynamique, alors on le rend générique. Et ce faisant, on essaye aussi de rendre le problème intéressant pour des gens qui travaillent sur des domaines connexes. Et c'est en ça qu'on arrive à trouver souvent ce qu'on appelle des unexpected, enfin des réponses inattendues. Et puis donc, on va voir d'autres clients et on discute. Et c'est d'ailleurs un rapport assez important. On lui envoie le trombinoscope des 15 candidats avec un résumé sur les compétences de cette personne. Et puis, on donne des recommandations. Et puis, le client, il dit « Ah oui, mais vous avez sous-estimé ce paramètre, etc. » Puis, ensemble, on prend une décision. Et le job est donné à... Alors, on a été jusqu'à 5 experts choisis dans un panel d'environ 20. Là, c'était un client fortuné qui avait envie de vraiment couvrir un terrain assez large. Mais en général, quelquefois, c'est un seul client. Dans le cas de Forestia, nous en avons pris 3. Alors, phase suivante, donc il y a toujours ce même process, et en fait, il y a 2 protagonistes deux types de personnages qui poussent le process à l'intérieur de Présence. Il y a le manager, qui est un gars qui comprend bien l'informatique et qui est un jeune en général, qui est assez doué, et qui fait tourner la machine et qui fait l'essentiel des tâches administratives. Mais il y a des choses quand même importantes. Par exemple, il est celui qui parle au téléphone avec les experts qui disent « Oh, mais j'ai pas bien compris, qu'est-ce que je dois fournir pour répondre à ce problème, etc. » Et puis, il y a un autre personnage, c'est un personnage comme moi. C'est le fellow, qui a plus une fonction scientifique et industrielle, je dirais. C'est-à-dire, on est obligé de comprendre le problème industriel du client et on est obligé de comprendre la problématique scientifique des experts qui peuvent intervenir. Ne vous faites pas d'illusions, j'ai travaillé sur 7 projets, je crois. J'étais expert sur aucun au départ, mais j'ai appris, parce que quand on a appris une dizaine de choses dans sa vie, la 11e, c'est pas trop difficile. Donc je lis des papiers, je m'informe en même temps que je recherche les experts, et finalement j'arrive bien à comprendre, il n'y a pas de problème. Je ne me vendrai pas comme expert sur ces sujets-là, mais je les comprends bien. Et en tout cas, je fais illusion, c'est-à-dire que les experts avec qui je travaille, ils croient que je suis un expert moi-même. Oui, de facto, ça le devient. C'est pour ça que je m'ennuie pas. C'est pour ça que je pense que notre business model est intéressant, parce que les baby-boomers, ils seraient contents. Enfin, ceux qui ont le profil, bien sûr. Alors, moi, le point le plus important, celui où je pense que j'ai fait le plus de valeur ajoutée, c'est la transformation du problème en problème générique. Là, il y a vraiment une valeur ajoutée, je pense. Et puis, je vous ai décrit ce qu'on est en train de transformer en un process d'entreprise. On fait une culture d'entreprise. C'est de développer notre parc de fellows au fur et à mesure que la compagnie croît. C'est pas facile parce que, par exemple, la croissance hors les murs de l'Hexagone va demander qu'on développe un parc de fellows à l'étranger. Il nous faut un cheptel. Un cheptel. Alors quels sont, dans mon avis, dans notre process, quels sont les bénéfices et les trucs sur lesquels on rame? Alors,
dites-vous bien que c'est pas figé, notre société, là, bon, disons 1 an 3/4 ou quelque chose comme ça. Ben, on est en train de... On navigue à vue et on peaufine le business model au fur et à mesure qu'on avance. Par exemple, Forestia nous a fait changer complètement notre mesure de la livraison. Et du shaping, au lieu de mettre une thèse de 400 pages, maintenant, et on rajoute de la valeur ajoutée. Ça, bon, on n'avait pas réalisé à quel point c'était important. Bon, donc, l'avantage de notre process, c'est que c'est beaucoup plus large ce qu'on peut couvrir comme problème que le simple problème qu'on expose sur un site comme Innocentive où j'ai un problème technique et je veux une solution directe. En particulier, on peut adresser des problèmes d'ordre stratégique, comme c'était l'exemple de Forestia, assistance à la décision, soit dans où on a même intervenu sur le cas d'une société qui voulait prendre une décision sur un M&A. Il voulait acheter une boîte et il n'était pas sûr. Il voulait se rassurer sur ce point-là. On est intervenu. Donc, il y a un autre avantage, je trouve, c'est que comme c'est avec des étapes, on a une sorte de possibilité de tourner un peu le volant au fur et à mesure de l'avance du process, en particulier au fur et à mesure qu'on connaît le potentiel. En particulier, bon, il y a, par exemple, notre client qui nous a pris 5 experts, au début, il avait dit 2. Puis quand il a vu surtout le terrain que couvrait ces... Mon Dieu, mais c'est vrai, on avait oublié ça. Donc il a remodelé sa stratégie. Donc là, il y a eu un impact direct du fait même du nombre d'experts. Oui. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, on disait qu'il n'y en avait qu'un, puis au deuxième coup, il y en avait que 2. Ah oui, non, mais... Et tout, donc, là, on il y a était... bien ce côté d'ouverture par rapport à ce qu'était le schéma il y a quelques années où il n'y avait pas ce type de plateforme. Oui, là, j'avais peut-être tiré enfin, c'était un domaine que je ne connaissais pas bien. Hein. C'était de la chimie, je ne suis pas vraiment chimiste. Hein. Et j'avais vraiment rendu le truc très, très générique. Ah oui, mais c'est efficace. Mais oui, parce que le client, dans le fond, c'est une grosse société qui peut se permettre. Et s'est dit, mais après tout, je vais aller chercher les solutions dans ces domaines qui me sont éloignés, mais qui travaillent sur la même chimie. Voilà. Et qui ne connaissaient pas. Bah, il savait que ça existait, mais il n'avait pas d'intérêt, a priori. Avant même le contrat, en voyant au profil ce que les gens avaient fait. Oui, c'est en voyant les réponses, et puis parce que les gens voient un petit summary de ce qu'ils feraient. Hein. Donc, il y a aussi un truc qui est sympa, c'est que c'est faible risque pour le client. C'est-à-dire que, bon, quand même, moi, il y a des moments où j'explique à mes amis que mon job, c'est headhunter ou marieuse. C'est agence patrimoniale. Parce que finalement, le success story pour nous, c'est quand le client, finalement, part avec l'expert qui a été sélectionné et part pour de nouvelles aventures et plus y affinité. Hein. Donc, et dans il y a toujours un énorme risque dans ce genre de création de relations. Et pendant beaucoup du process, Forestia a décidé de lever le masque assez tôt, mais la plupart des clients restent anonymes. Ils regardent par derrière le rideau et ils voient opérer l'expert. Et quand c'est l'expert qui a été sélectionné, ils voient le rapport, etc. Et ils peuvent, en connaissance de cause, décider s'ils veulent continuer la relation. Et après, là, nous nous retirons, c'est leur choix personnel. Mais c'est une approche avec un moins de risque quand on va directement voir le laboratoire qui... Et vous motivez un peu des gens dont vous savez qu'ils sont bons et qui ne répondraient pas spontanément? Vous allez un petit peu au-devant d'eux? Ça nous est arrivé. Oui, ça nous est arrivé. Parce que quand vous dites que les grands sont très sollicités. Oui, ça, vous avez raison. Alors là... Ah oui. Ça vaut la peine, ça. Non, mais ça nous est arrivé, bien sûr. Et à partir de quel moment il sait que c'est à faire passer par l'avion de combat? Ah bien, il y en a qui ne le sauront jamais. Il aura travaillé dessus. Ah oui. En disant à sa femme, tu sais, je travaille sur un avion, tu l'as volé comme un fer à repasser. S'il a volé, ça peut voler. Oui, je sais.
Il y en a qui ne le sauront jamais. C'est Mais... comme le projet Manhattan, quoi. Il y en a qui n'ont jamais su. Mais bon, tiens, on a eu le cas d'un gars qui était dans la défense. J'en dirai pas beaucoup plus, mais il cherchait. Et puis on lui a trouvé l'expert qui pouvait vraiment résoudre son problème. Alors c'était pas stratégique là. Il avait un problème technique. Et bon, c'est une société qui n'était pas très ouverte. Et, leurs ingénieurs merdoyaient sur un problème. Et on lui a trouvé quelqu'un qui était dans le grand public pratiquement et qui avait le package avec les solutions, qui était un gros soft très compliqué, mais bon, enfin, il avait la solution. Et là, ils sont mariés. J'espère qu'ils auront beaucoup d'enfants. Enfin bon. Donc là, le client, alors, il est dans la défense, donc il a levé son masque, et l'autre n'est pas parti en courant. Bon, parce que ça aurait pu arriver. Là, il y a une prise de risque. Bon, alors je vais vous parler des bugs quand même, parce qu'on en a. Alors, des trucs qui ne marchent pas bien. Bon, alors, il y a des domaines où les experts ne répondent pas, où on a un taux de réponse ridicule. Par exemple, en Asie. On a un problème terrible. Le taux de réponse aux USA, quand on a bien ciblé, c'est 10%. Le taux de réponse en Europe du Nord, c'est presque 10%. En Europe du Sud, c'est plutôt 5 à 4%. Et en Asie, les chiffres sont tellement faibles que je ne peux pas vraiment faire des pourcentages. Il y a eu 3 réponses, historiquement. Et les 3 fois, c'était des gars qui avaient fait des sabbatiques ou des séjours aux USA, qui avaient donc la culture américaine. On ne sait pas encore bien pourquoi, mais on est sur la trace de différentes hypothèses. Mais c'est essentiellement culturel et un petit peu structurel. Parce qu'on a une autre catégorie d'individus qui nous pose problème aussi, c'est les gens qui travaillent dans les instituts. Exemple, en France, le LETI. Ou je peux citer les Fraunhofer en Allemagne, ces endroits-là. Alors, parce que ces gens-là ne sont pas autorisés à travailler freelance par eux-mêmes, c'est pas dans leur contrat salarial, ils doivent passer par le département commercial de l'Institut, qui, bien sûr, va prélever 50% a priori dans la transaction. Ce qui réduit l'intérêt de l'expert, parce que la prime est divisée par 2. C'est surtout financier, c'est pas qu'il soit parti ou qu'il va non, je crois que le pire obstacle, c'est le harassement administratif. On a par exemple eu on a eu un cas, un gars du CEA. Le gars a jeté l'éponge tellement le CEA, avec sa grosse machine à gaz administrative, rendait le truc tellement compliqué que le gars a jeté l'éponge. Alors que c'était un bon. C'est dommage. Et ça, c'est un peu vrai. Et je pense que c'est souvent pour des questions administratives plus que pour des questions ni éthiques ni financières. Maintenant, bon, la finance, ça finit toujours un jour par apparaître comme un problème. Alors là, très connu, alors ceux-là, il faut me donner l'adresse, je ne leur envoie même pas. C'est vrai. Le niveau de la rémunération pour donner des terrains absolument pas pour les 75%. Alors, il y a l'autre os sur lequel on se casse un peu les dents, c'est que, bon, finalement, on n'est pas très cher. On n'est pas très cher. Pourquoi ? Parce que on vend des choses qui sont gratuites. C'est le knowledge qui est free knowledge. Hein, c'est ce qui est publié dans les papiers. En fait, ce qu'on achète, c'est le fait que dans la tête de l'expert, tout ça est organisé et puis c'est mis en relation avec les intérêts industriels, etc. Mais c'est du free knowledge. Seulement, les clients, ils disent « Oh là là, qu'est-ce qu'on aimerait bien adresser d'autres problèmes au même prix ?» et en particulier les choses qui relèvent du marketing. Seulement, dans le domaine du marketing, les données sont propriétaires. Si ce truc plaît aux consommateurs ou pas, ça c'est peut-être le gars qui fait le marché, la commercialisation le sait, mais il ne va pas l'annoncer aux autres. Il y a aussi, on a le cas souvent on a 2 cas par exemple d'industriels qui ont un nouveau produit un peu exotique et ils veulent savoir à quoi ça peut s'appliquer. C'est pas encore du marketing, c'est un peu avant.
Mais ça demande une transversalité pour l'expertise qui est énorme, parce qu'on a un cas, par exemple, d'un client qui a un produit qui pourrait aussi avoir des applications en biologie, qu'en chimie, qu'en électrochimie, et qui ça va jusqu'à la high-tech et la microélectronique. Et on va avoir un mal de chien à trouver un expert qui couvre un terrain aussi large. D'habitude, un expert, c'est étroit et profond au lieu d'être large. Donc, on a des difficultés avec ce genre de gens. Et bien entendu, ils ont aussi des difficultés. Donc, c'est pour ça qu'ils font appel à nous. Mais il y a des cas où on ne peut pas faire de miracle. Puis, il y a un dernier point pour lequel je dois reconnaître qu'on est obligé de faire un compromis. C'est en cherchant les experts, on élimine les pensées originales. Un expert, c'est quelqu'un qui est au milieu de la pensée dominante. Et c'est ça. C'est lui qui fabrique la pensée dominante. Et donc, les idées complètement farfelues, mais quelquefois les plus intéressantes, il y a peu de chances qu'on les trouve avec notre process. Là, c'est clair. Si vous l'avez repéré, si vous avez déjà repéré quand même des gens qui étaient originaux. Vous avez une petite porte. On a, par exemple, on a des candidats quelquefois qui sont, par exemple, des inventeurs, qui sont complètement essayés de vendre leur truc et qui voient que notre problème, parce que notre problème est aussi posté sur le site de présence, hein, donc les gens peuvent visiter. Donc ils prennent connaissance de ce problème et ils répondent. Alors ils vont répondre avec mais on a eu le cas, l'enfant. Frédéric, on a eu le cas d'un gars qui voulait nous vendre un... Ah, pardon, il est en conférence téléphonique. On a eu le cas d'un gars qui avait inventé un petit truc et qui venait nous le vendre. Alors, on a passé l'adresse à Forestia. Ce client qui voulait nous vendre un petit truc, là. Alors, on l'a passé l'adresse. Ils vont décider s'ils en font quelque chose ou pas, mais bon, il était complètement à côté de la plaque par rapport à... Parce que Forestia, eux, c'était du guidage stratégique, ce qu'ils recherchaient. Mais inversement, avec votre taille de base, vous pouvez dire qu'à peu près, vous avez repéré tout ce qui était d'un niveau important et reconnu internationalement. Vous avez oui. La Chine par l'Asie. Et ça, vous pouvez dire à peu près, là, on a fait... Ah oui, là honnêtement, parce que je fais des... Par exemple, les conférences, ça rentre un peu mal dans les softs. Hein. Je ne sais pas si vous y arrivez à faire rentrer les conférences. On inspire certains sites, oui, mais c'est un peu dur, parce que c'est pas du tout organisé. C'est souvent le chaos, les conférences. Souvent, c'est juste vaguement un PDF. Enfin bon. Mais je vais dans les conférences parce que j'ai repéré quelques experts qui sont les leaders du marché, en quelque sorte, et puis je vais voir les gens qui vont aussi à la même conférence. Et qui vont écouter ce mec-là parler, en quelque sorte. Et en général, il ne doit pas y avoir grand monde qui échappe à ce filet-là. Maintenant, ça peut arriver, hein, parce que nobody's perfect. Mais c'est quand même rassurant pour l'entreprise de dire on a à peu près balayé l'existant reconnu, là. Oui. Sur un champ, on n'est pas d'habitude, on n'est pas expert. C'est ça l'objectif. Oui. Mais dans votre esprit, c'est plutôt bon, je dois avouer qu'on se place quand même, est-ce que c'est notre appartenance à l'école polytechnique, mais on se place on est très élitaire, quoi. Hein. Ouais. Enfin, on cherche the best in the world. Hein. On ne cherche pas le gars qui habite dans le même quartier. On est toujours en train de chercher le meilleur dans le monde. Et quand c'est un Chinois et qui ne répond pas, je suis malheureux. Je suis très malheureux, mais je ne sais pas comment on peut faire. Mais il nous arrivait, par exemple, c'était un gars qui était dans un institut et qui avait ce problème d'administration et qui avait jeté l'éponge avant même de nous répondre. On l'a appelé. On l'a baratiné. Et finalement, il a répondu. Il faut appeler son chef. Oui, mais on lui a surtout donné une semaine de plus en disant on vous attendra. Ok. Mais écoutez, merci, ça me permet de voyager au cœur des plateformes de révolution. Alors, quelques questions, est-ce qu'on a... Oui, ah ben voilà, on est arrivé. Oui, moi je suis un spécialiste de l'innovation. Et bon, vous savez que tout phénomène d'innovation est un processus plus ou moins darwinien. Et là, on est un peu dans un chaos évolutif en ce moment, dans ce genre de process, de business model, d'outils à l'innovation ouverte. Et bon, je pense qu'en fait, on fait tous de la différenciation,
Nous, on est en train de se différencier. Je sais pas, je pense que peut-être dans notre business model, c'est le fellow qui est l'élément de différenciation, mais c'est peut-être pas le seul. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un process darwinien, c'est-à-dire que chacun va trouver sa niche écologique, et puis que ceux qui seront sur la même niche, eh ben, ça sera que le meilleur gagne. Oui, fusionnons. Oui. Donc, bon, c'est... Alors, la seule chose que je peux vous recommander, c'est plus le processus d'évolution va vite, mieux on s'en trouve. Donc, participer, jouer, et puis donner des coups, et puis tout le monde s'en trouvera mieux. Bon, alors,